Bonjour à tous et merci d'être connectés en ce jeudi 11 décembre à la veille des fêtes de Noël et dont nous espérons qu'elles se dérouleront de la meilleure des façons puisque cette année aura été marquée par plusieurs événements de webinars en termes de jumeaux numériques supply chain. Et j'espère qu'au travers des échanges, des informations, les choses ont pu s'organiser de la meilleure des façons. Et aujourd'hui, on se retrouve donc pour notre dernier webinaire sur le sujet du jumeau numérique associé à la supply chain. Et pour ça, vous retrouvez une personne bien connue maintenant, qui est Hervé Illion, qui nous a fait le plaisir cette année d'animer, de relayer des messages clés et puis peut-être ouvrir des opportunités, on l'espère, pour que 2026 soit une meilleure année que 2025 et en espérant que 2025 a été de bon augure. Donc, que de bons présages pour 2026. Merci, bonjour à tous, puisque je vois qu'il y a des gens qui se connectent et tant mieux. Merci Benoît Larocque. Je sais que vous avez un beau projet de formation en achat. J'espère que ça se passe bien à distance et merci d'être avec nous aujourd'hui sur ce webinaire. Eh bien, il est 11h31. Je vais peut-être donner la parole à Hervé pour qu'il se représente, puisque on a peut-être la chance d'avoir de nouvelles personnes qui se sont connectées et qui découvrent notre formule. Donc, pour ma part, Eric Lépine, je suis en charge de la CEDA formation sur la région sud-ouest qui englobe donc Nouvelle-Aquitaine et Occitanie. Et ça sera avec plaisir que nous pourrons vous répondre ou vous accompagner dans des projets d'entreprise. Donc Hervé, peut-être pour les personnes qui n'auraient pas revu les replays des 4 webinaires, puisque là aussi, les 4 webinaires faits précédemment sont disponibles. Vous pouvez les revoir à volonté. Et puis, à ce moment-là, Hervé va se présenter aussi peut-être pour les nouvelles personnes et on va commencer sur ce dernier webinaire avec les retours d'expérience et cas d'usage. Merci Hervé pour ta présence et pour ton dynamisme connu jusqu'à présent et pour ce mois de décembre. Alors, à toi Hervé. Merci Eric, je suis ravi de clôturer cette session de 5 webinaires. Donc moi c'est Hervé Illion, j'ai un long passé de conseil en supply chain et en logistique, en ayant aussi toujours fait beaucoup d'analytique en complément de l'expertise métier. Et donc depuis une dizaine d'années, nous avons développé avec mon équipe un jumeau numérique de supply chain. J'ai l'habitude de préciser que ça fait à peu près une dizaine d'années parce que, comme le jumeau numérique, on en parle tant mieux de plus en plus en supply chain, mais assez récemment, en ce qui nous concerne, nous avons lancé ça il y a déjà un certain nombre d'années, comme je viens de le dire, dans l'objectif d'exploiter la data, d'automatiser les diagnostics, on en dira un mot, de pouvoir faire du prédictif. Et donc, on a, au cours de ces dernières années, et de plus en plus évidemment, accumulé des cas d'usage avec, dans un grand nombre de secteurs. J'en ai pris 4 que je vais présenter dans ce dernier webinaire. L'un qui est dans l'aéronautique, et j'avais eu l'occasion d'en dire déjà un mot dans les précédents webinaires, un autre dans l'automobile, un troisième dans l'industrie du luxe, mais plutôt sur des aspects de distribution, et puis un quatrième plutôt dans l'énergie, pour montrer la richesse et l'étendue de ce que l'on peut faire avec un jumeau numérique, en tout cas avec le nôtre, qui s'appelle donc ScaleTwin. Je vous propose, comme j'ai l'habitude de le faire à chaque fois, pour les nouveaux participants, je les invite évidemment, ceux qui sont intéressés, à voir les précédents webinaires, en particulier dans lequel je rentrais beaucoup plus sur ce que c'est qu'un jumeau numérique, comment c'est construit, qu'est-ce que ça fait, comment ça s'inscrit dans les systèmes d'information de la supply chain. Mais il est toujours bon de revenir sur 2 éléments
pour en tout cas ceux qui n'ont pas suivi les webinaires précédents. Le premier, de rappeler ce que c'est que le jumeau numérique, en tout cas ce que l'on fait nous avec ScaleTwin. Deux choses. La première, c'est que le jumeau numérique, c'est donc un modèle de description d'une supply chain de bout en bout, dans lequel on va décrire les flux physiques, les flux d'informations et les flux financiers. Et ce modèle prend en compte, bien entendu, ce que l'on connaît tous en supply chain, c'est-à-dire des fournisseurs, du transport, des entrepôts, des sites de production, des stocks, des clients, bien sûr. Donc, un ensemble de flux avec la particularité qu'ils peuvent être modélisés à n'importe quel niveau de granulométrie, aussi bien à des niveaux très fins, directement à des niveaux opérationnels ou à des niveaux plus agrégés. Il s'alimente, le jumeau numérique, de trois grands types de data. Pour résumer, les master data, les articles, les nomenclatures, les gammes, la localisation des points dans un réseau, etc. Les data qu'on appelle transactionnelles, les ordres de fabrication, les commandes clients, les prévisions, les entrées-sorties de stock, les ordres de transport, les ordres d'appro, etc. Et donc là, on vient les chercher sur les ERP, les MES, les Manufacturing Execution System, les Advanced Planning System, les WMS, les Warehouse Management System, les TMS, les Transportation Management System. Enfin, aujourd'hui, par rapport à tout le panel que l'on a d'outils en supply chain. Et puis, on vient chercher aussi des données de planification qui peuvent être sur les articles, qui peuvent être sur les systèmes de planification ou autres. Donc, on vient se connecter sur tous ces systèmes-là pour aller chercher la data si besoin en temps réel. Ça dépend de la nature des problématiques que l'on traite. Et puis, en sortie, ce que fait le jumeau numérique, c'est quatre choses. La première, c'est de donner une visibilité de bout en bout. J'ai coutume de dire historiquement que pour mieux comprendre la supply chain, il faut déjà la voir, il faut déjà voir les flux. Ça peut paraître une évidence, mais combien de fois finalement on n'est pas forcément là-bas une bonne visualisation et compréhension des flux. Donc, par exemple, on sort automatiquement une visibilité des flux à n'importe quel niveau de complexité de granulométrie. Mais bien au-delà de ça, la deuxième chose, c'est que l'on fait des diagnostics automatisés. Alors, on nous pose souvent la question de dire, mais on a des outils de BI déjà qui sortent des indicateurs de performance. C'est tout à fait logique. Tous les clients avec lesquels on travaille ont déjà de la BI, des indicateurs de performance. Mais en l'occurrence, ce que l'on fait, c'est que l'on va enrichir souvent les indicateurs qui sont silotés. Donc, on va sortir, nous, des indicateurs complémentaires, par exemple, sur les lead time de bout en bout, sur des analyses de stock qui peuvent couvrir toute la supply chain, sur des analyses de coûts de bout en bout, etc. Et puis, surtout, on va identifier rapidement les analyses cause-racine dans les indicateurs sur lesquels il y a des écarts de performance entre le planifié et le réalisé. Comme souvent, il y en a partout, que ce soit sur des lead time, que ce soit sur des coûts, que ce soit sur des stocks, que ce soit sur des flux, que ce soit sur des aspects de BFR, etc. Donc ça, c'est l'aspect diagnostic. Ensuite, il y a l'aspect qui est au cœur aujourd'hui des besoins dans beaucoup d'entreprises, c'est de pouvoir simuler des scénarios what if, de dire, voilà, j'ai des sujets aujourd'hui où je me pose des questions d'amélioration, d'optimisation de ma supply chain. J'ai des questions sur les fournisseurs, sur les risques fournisseurs. J'ai des questions sur différents scénarios de prévision, produits, marchés, canaux de distribution. J'ai des questions sur des investissements capacitaires. J'ai des questions sur les routes to market, etc. Et donc, je souhaiterais tester
des scénarios avant d'investir, avant d'améliorer, avant de faire des changements. Et donc, c'est évidemment une des grandes capacités que nous avons avec ScaleTwin et notre jumeau numérique, c'est cette capacité à tester n'importe quel scénario what-if et en plus à le faire, je dirais, presque instantanément. J'ai aussi l'habitude de dire que la simulation, c'est bien, mais si chaque simulation prend des heures, ça n'a pas grand intérêt. Donc, il faut aujourd'hui des capacités de simulation importantes. Et puis, la dernière chose, c'est de faire du prédictif. Ça veut dire quoi le prédictif? Ça veut dire que on est capable, à tout instant, en fonction d'un état de la supply chain, de prédire le futur et de dire en fonction de ça, qu'est-ce qui risque de se produire. Est-ce qu'il va y avoir peut-être des ruptures de stock? Est-ce qu'il peut y avoir des retards dans la livraison des produits? Est-ce qu'il peut y avoir des saturations capacitaires? Et donc de permettre à travers ce prédictif d'anticiper et de prendre les actions correctrices avant que les dysfonctionnements se produisent. Aujourd'hui, on enrichit aussi tout ça avec de l'IA. Je ne vais pas trop m'apesantir parce que ce dernier webinaire est consacré à des cas d'usage. J'invite ceux qui sont intéressés par le couplage de l'intelligence artificielle et au jeu numérique à voir les principaux webinaires et en particulier pourquoi aujourd'hui tout ce que l'on veut faire avec de l'IA ou ce dont on parle avec de l'IA en supply chain en tout cas, si on n'a pas un jumeau numérique, est probablement voué à l'échec. Et donc, utiliser aujourd'hui de l'IA en supply chain nécessite préalablement d'avoir un jumeau numérique avec des outils similaires à ceux que nous mettons en œuvre actuellement. Dernier point, donc, vous verrez aussi plus d'éléments sur les webinaires précédents pour vous dire qu'il y a bien 3 couches dans notre solution d'un point de vue de l'architecture technologique. Il y a toute une couche d'orchestration de la data qui est fondamentale, puisque tous nos clients, la première question qu'ils posent à juste titre, c'est de dire est-ce que nos data sont suffisamment de qualité? Est-ce qu'on peut véritablement tirer profit de toutes les datas qui sont disséminées, même quand on a SAP, dans différents systèmes, dans différents modules, et comment je peux m'assurer que ces datas sont préalablement bien gérées, bien orchestrées, puisque aujourd'hui on parle beaucoup d'orchestration de la data. Et donc ça, c'est une première couche très importante, qui n'est pas qu'une couche technologique, qui est aussi une couche métier, sur lequel on va, bien au-delà de la capture de la data, faire du filtrage, de l'harmonisation, de la consolidation, de la contextualisation, de façon à ce qu'on puisse avoir un modèle de données unifié, de qualité, et qu'on peut réellement exploiter. Et ça, c'est évidemment des années d'expérience pour pouvoir réaliser cette data orchestration, parce qu'il ne suffit pas d'avoir les meilleures technologies du monde là-dessus. Si on ne sait pas qu'est-ce qu'on veut faire de la data, on ne pourra pas aller très très loin. La deuxième, c'est vraiment la couche du jumeau numérique, dans lequel on a aujourd'hui plus de 300 algorithmes, du plus simple au plus compliqué, qui nous permettent de traiter quasiment tous les cas d'usage et toutes les problématiques de supply chain, puisque je disais en préambule que nous avions des années d'expérience derrière nous dans le déploiement du jumeau numérique. Et puis, on est en train d'enrichir avec de l'IA agentique, en particulier, en automatisant un certain nombre de processus qui vont venir activer automatiquement certains des algorithmes que l'on a, de façon à ce que ce soit de plus en plus facile d'accès à nos clients et aux utilisateurs, que ce soit des managers ou des opérationnels. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la couche d'IA que nous enrichissons, que nous développons, vient s'appuyer fondamentalement
sur toute la couche du jumeau numérique. Alors, je vous propose de passer sur quelques cas. Donc, j'en ai pris 4, comme je l'ai dit. Venons-en sur d'abord l'aéronautique. J'ai eu l'occasion dans le précédent webinaire de détailler ce cas-là. Donc, j'y reviendrai plutôt rapidement, mais évidemment, la filière aéronautique aujourd'hui, c'est une filière sur laquelle il y a des enjeux et des problématiques de supply chain assez critiques. Il n'y a pas besoin d'être dans cette filière-là un expert de la supply chain, puisque régulièrement, on voit dans les médias aujourd'hui les problèmes que ça pose aussi bien dans l'aéronautique civile que dans la défense par rapport à des programmes qui sont en forte augmentation et des nécessités de réduire les cycles, d'augmenter les cadences, que ce soit l'aéronautique ou que ce soit la défense, et une complexité du fait que c'est une filière dans laquelle il y a beaucoup d'acteurs, il y a des grands donneurs d'ordre, les Airbus, les Dassault, les Thales, les Safran, etc. Il y a des équipementiers qu'on appelle de rang 1, avec des systémiers. Il y a ensuite des réseaux de plus petites entreprises, des PME, des ETI. Et évidemment, il y a une interdépendance forte entre tous ces acteurs, puisque si un fournisseur de rang 3 et de rang 4 est défaillant ou a du retard, ça se propage rapidement dans la supply chain. Et puis, le résultat des courses, c'est que l'on a finalement des retards de livraison, et au-delà des retards de livraison, on peut avoir aussi des surstocks, des surcoûts, etc., etc. Donc, on est sur des supply chains complexes par l'interdépendance qu'il y a entre tous les acteurs, par la montée en cadence aujourd'hui, par aussi les difficultés d'approvisionnement des matières premières depuis 3-4 ans, à la sortie du Covid. Et donc, un des enjeux majeurs aujourd'hui, c'est bien anticiper tout ça, stabiliser les flux, réduire les cycles, les lead time, améliorer dans l'aéronautique ce qu'on appelle l'on-time delivery, l'OTD. En même temps, les stocks coûtent cher, donc ça a des impacts sur le besoin en fonds de roulement. Voilà, donc il y a beaucoup d'acteurs qui aujourd'hui mettent en place des actions, des enjeux d'amélioration de l'ODT, de réduction des encours et des stocks en même temps, de réduction des cycles. Et compte tenu de la complexité qu'on gère en nombre de références, dans un acteur, très vite, il a des dizaines de milliers, 20 000 références, 30 000 références à gérer. C'est très compliqué en pilotage et en planification, en pilotage de flux. Et donc aujourd'hui, il y a un vrai besoin d'apporter de la visibilité, d'apporter de l'automatisation dans la façon de piloter les flux, et puis également de faciliter les interfaces entre les clients, les fournisseurs, les donneurs d'ordre. Et c'est ce que l'on fait, nous, avec notre jumeau numérique, puisque le jumeau numérique va permettre de modéliser cette complexité de flux à n'importe quel niveau et de faire des diagnostics automatisés pour permettre aux acteurs d'anticiper les problèmes à venir et de les corriger par anticipation, et puis également de tester des scénarios what-if en disant tel fournisseur, si j'ai un double sourcing, si il est défaillant, s'il a des retards, comment je peux gérer mieux ces retards, peut-être en ayant des stocks de sécurité mieux dimensionnés. J'ai une variabilité de ma demande qui est forte. Comment je peux essayer de stabiliser ça et quel est l'impact que ça peut avoir sur ma planification. Voilà, donc c'est le ScaleTwin aujourd'hui, notre jumeau numérique, est en mesure d'appréhender toute cette complexité avec en plus dans cet univers-là des nomenclatures très complexes. On est sur des nomenclatures qui peuvent avoir des 10, 20 niveaux de profondeur, des dizaines de milliers
de composants pour un produit fini. Et évidemment, cette complexité, historiquement, c'est assez difficile à appréhender. Voilà, donc on travaille pour des équipementiers, on travaille pour des grands donneurs d'ordre aujourd'hui qui mettent en œuvre notre jumeau numérique pour pouvoir modéliser, comprendre, tester la supply chain dans l'univers que je viens d'évoquer. Alors, je vous donne, par exemple, parce que à la fin de la journée, comme j'ai coutume de dire, on n'est pas là, nous, pour pousser des solutions et des technologies pour des technologies. On est là pour aider les clients à répondre à des enjeux supply chain, et j'aurais tendance à dire des enjeux aussi derrière ça stratégiques, économiques, opérationnels. Donc, à un moment donné, il faut aussi savoir parler KPI, indicateurs de performance, concrètement, qu'est-ce que ça apporte. En l'occurrence ici, ce que l'on aide à améliorer, et dans l'aéronautique, c'est vraiment un des enjeux clés, c'est l'on-time delivery. Là, ici, on a permis de faire des améliorations très significatives pour passer de 80% d'on-time delivery à 92, voire plus. On a fait simultanément on a eu des leviers importants sur les stocks. Alors en général, quand on est dans l'aéronautique, c'est moins les stocks produits finis parce qu'il y en a peu, donc c'est plutôt les encours, les matières premières. Donc là, avec des impacts forts de réduction de presque 25% des stocks, avec à la clé une réduction concomitante des cash flows et du BFR. Et puis les lead time, puisque j'ai évoqué que l'accélération des cycles est aussi un élément clé aujourd'hui dans les enjeux de la filière aéronautique. Voilà pour ce premier cas que vous trouverez de manière plus détaillée dans un des webinars précédents qui vous montrera comment on fait ça, quelle data on a, quel type d'analyse on fait, quel type de scénario what if on peut faire, comment on connecte tout ça au système d'information. Deuxième cas, qui est issu de l'automobile. Alors, j'ai eu l'occasion aussi de le dire dans l'introduction, le webinaire numéro 1, on a une forte culture historiquement automobile, et le jumeau numérique qu'on a commencé à développer historiquement, c'était pour des cas dans l'industrie automobile. J'aurais tendance à dire que de toute façon, dans la supply chain, force est de reconnaître que la meilleure école historiquement, quand on veut développer une expertise en supply chain et qu'on le revendique, historiquement reste quand même l'automobile. D'abord parce que les supply chains dans l'automobile sont très complexes. Deuxièmement, parce que dans l'automobile, la performance est un élément historiquement extrêmement déterminant sur la survie des entreprises. Quand on est en plus un consultant, qu'on intervient dans cette industrie-là, on a intérêt à démontrer très vite, de manière extrêmement concrète, les résultats de performance que l'on apporte et qui doivent se voir très rapidement. Donc, j'aurais tendance à dire on n'a pas trop le droit à l'erreur parce que c'est des exigences extrêmement fortes, attendues sur des indicateurs de stock, sur des indicateurs de flux, sur des indicateurs de productivité, sur des indicateurs de service. Donc, on a une exigence historiquement qui est très élevée. Et donc, c'est aussi une bonne école pour se former, j'aurais tendance à dire, en supply chain et dans les opérations industrielles. Et donc là, en l'occurrence, on a travaillé pour un motoriste qui était chez un grand constructeur. Et la question, c'était à la fois d'améliorer
l'on-time in full. Dans l'aéronautique, on parle de TD, là on parle plutôt d'OTIF. Mais en tout état de cause, il s'agit d'avoir un service. Alors là, on est encore beaucoup plus élevé dans les enjeux que l'aéronautique. L'aéronautique, quand on est à 90-95%, c'est déjà pas mal du tout. Dans l'automobile, il faut être à 99,9 parce que si vous ne livrez pas bien une chaîne d'assemblage qui produit plusieurs milliers de véhicules par jour, si vous interrompez une chaîne d'assemblage de quelques minutes, c'est tout de suite plusieurs véhicules en retard. Évidemment, si vous êtes chez Airbus, c'est quand même pas à ces niveaux-là. Déjà produire effectivement 60 Airbus par mois, c'est déjà une performance assez extraordinaire. Sur la 320, on n'est évidemment pas aux mêmes cadences que l'automobile, donc on n'est pas non plus tout à fait sur les mêmes exigences, c'est logique de ce point de vue-là. Mais dans l'automobile, on a des exigences d'on-time, d'OTIF très élevées. Et puis simultanément, l'automobile, la filière, c'est une filière dont les marges sont toujours très tendues. Et donc, chaque point compte. Il faut aussi éviter, il faut bien dimensionner les stocks. Les stocks ont un impact tout de suite sur le cash, sur le BFR. Voilà, donc c'est la question. Et on a donc développé tout un modèle sur une usine de fabrication de moteurs. Alors, assez complexe parce qu'il y a de l'usinage, il y a beaucoup de lignes d'usinage, il y a des lignes d'assemblage. Un moteur, c'est compliqué, il y a quand même beaucoup de pièces aussi. Et donc, on a fait un modèle de flux qui a permis de dimensionnement, de dimensionner, de stabiliser les flux dans une logique de mise en place de flux tirés et qui est également aujourd'hui, c'est pour ça que c'est un niveau de maturité très élevé, parce que le jumeau numérique fait de l'auto-adaptation et de l'autocontrôle des flux, c'est-à-dire qu'en permanence, il fait l'analyse des flux, des demandes, de la consommation, des fournisseurs, éventuellement des retards fournisseurs, des pannes machines, des retards qu'il peut y avoir sur certaines lignes, pour pouvoir auto-adapter le pilotage et l'ordonnancement des flux sur des lignes qui tournent vite et sur lesquelles aussi il y a toute une question de productivité au niveau des compagnons et d'anticipation en fonction des polyvalences, des effectifs, des heures d'ouverture. Voilà, donc deuxième cas, assez différent dans le fond, en tout cas en termes de typologie de supply chain, en termes de typologie de flux. Là, on est évidemment sur un nombre de références moins élevé que dans l'aéronautique. On n'est pas sur des dizaines de milliers de références et d'articles. En revanche, on est sur des cadences de flux qui n'ont rien à voir et sur le fait que la moindre rupture peut vraiment créer des perturbations très vite sur l'ensemble de la chaîne. Et donc là, on a aussi contribué assez fortement à améliorer le taux de service qui s'était dégradé. Là aussi, à réduire les stocks et les encours, ce qui n'est jamais très facile dans l'automobile, compte tenu historiquement du fait qu'on est dans des univers sur lesquels il y a déjà quand même souvent un niveau de maturité élevé. Mais on a contribué aussi par ce biais-là à améliorer le cash flow. Et puis, on a pu faire aussi un gain en productivité parce que toute rupture, tout retard se traduit aussi par des opérateurs qui attendent la pièce, qui attendent le redémarrage des lignes, et c'est aussi des pertes en point de productivité. Donc, deuxième univers, tout à fait intéressant, dans des configurations de supply chain quand même assez différentes, mais sur lequel on va retrouver, je dirais, des datas qui sont à nouveau les gammes, les nomenclatures, les produits, la demande,
les fournisseurs, en termes, je dirais, de typologie de data, on va retrouver les mêmes typologies de data que l'on a directement capturées et analysées sur cette supply chain. Le troisième cas d'usage, c'est intéressant parce que les deux premiers, vous l'avez compris, sont des cas d'usage plutôt industriels, de supply chain industrielle. Alors, quand je dis supply chain industrielle, vous avez compris que c'est à la fois la partie fournisseur, mais c'est aussi la partie flux de production. Là, on a aussi, on travaille historiquement aussi beaucoup dans le luxe, notamment joaillerie et horlogerie. Alors, dans le cas que je vous cite, là, on a aussi beaucoup travaillé sur la partie supply chain industrielle, notamment l'horlogerie, parce que l'horlogerie, c'est aussi assez complexe, pas aussi complexe que l'aéronautique. Enfin, c'est quand même assez complexe en nomenclature, en gamme, en flux fournisseurs et autres. Mais là, le cas que je vous présente, c'est de la joaillerie et c'est plutôt de la partie supply chain de distribution, sur lequel la question, c'est on a beaucoup de boutiques, on appelle ça du retail, mais on a aussi des grossistes, on appelle ça du wholesale dans cet univers-là. Et la question, c'est les produits, par définition, c'est une évidence, ça coûte cher. Donc, dans les boutiques, la complexité, quelle est-elle? C'est que si on met beaucoup d'assortiments dans les boutiques de pièces de joaillerie, ça peut coûter très cher, évidemment en immobilisation. Mais si on en met peu, ce n'est pas très attractif d'un point de vue de ce qu'on appelle le merchandising. Les clients qui rentrent dans les boutiques, il y a des vitrines qui ne sont pas très remplies. Ça ne vaut pas que pour le luxe, hein, d'une manière générale. Et donc, on risque de perdre du chiffre d'affaires. Et puis, en plus, le luxe, aujourd'hui, depuis des années, répond à la même, finalement, c'est un peu la même expérience client que dans d'autres univers. C'est-à-dire que les clients, même si c'est des produits qui valent des milliers d'euros, voire plus, s'ils sont attirés par une pièce, ils la veulent tout de suite, quoi, hein. Donc, c'est même pas tellement lié, je dirais, au prix lui-même de la pièce. Et donc, il faut aussi avoir, le produit tout de suite, au risque de perdre le client. Donc, l'équation, c'est il faut que j'ai suffisamment d'assortiment, mais en même temps, je ne peux pas avoir démultiplié parce qu'à un moment donné, ça me coûte les yeux de la tête en stock. Et même si le luxe, en général, c'est pas tout à fait comme l'automobile, ni comme l'aéronautique, on a des marges beaucoup plus élevées. Je dirais que l'aéronautique se situe entre l'automobile et le luxe en termes de marge. Mais enfin, en tout cas, dans le luxe, on est déjà sur des marges beaucoup plus élevées. Mais enfin, bon, aujourd'hui, c'est quand même une question importante. Et donc, la question, c'est comment optimiser les assortiments dans les boutiques, les stocks, si vous voulez, pour trouver les meilleurs compromis d'un point de vue de supply chain. Alors, pour être clair, nous, quand on travaille sur la supply chain, je l'avais dit dans des webinaires passés, évidemment, quand on travaille sur la supply chain, on travaille aussi avec tous les acteurs connexes, hein. On travaille avec le marketing, on travaille avec la R&D, on travaille avec les achats. Et comme j'ai l'habitude de dire, la supply chain, ce n'est pas uniquement de la logistique, des stocks, de la production, des appros. La complexité de la supply chain, c'est justement de trouver des arbitrages qui permettent d'aligner le commerce, le marketing, la R&D, les achats, la finance, bien entendu. C'est ça aujourd'hui, enfin, c'est pas nouveau. Je dirais, depuis qu'on fait de la supply chain, normalement, la supply chain, il ne faut pas la cantonner justement aux acteurs de la logistique, de la production et des appros et de la distribution.
on a bien des interfaces tout à fait déterminantes. Donc, en l'occurrence, là, nous, on n'est pas des experts de marketing, donc ce n'est pas à nous de dire quelles sont les pièces les mieux à mettre, mais par contre, ce sur quoi on peut intervenir, c'est dire en fonction d'une largeur, ce qu'on appelle dans le jargon la largeur d'assortiment, c'est-à-dire un type de collection ou des gammes qu'on veut mettre dans une boutique qui est déterminée par des marketeurs. Est-ce qu'on a de cette pièce-là, est-ce qu'on a intérêt à la mettre en une seule fois, 2 fois, 3 fois, ce qu'on appelle la profondeur. Puis accessoirement en joaillerie, pour ceux qui connaissent un peu cet univers du luxe, un des aspects de la joaillerie, c'est que vous avez ce qu'on appelle des métriques. Une métrique, c'est ni plus ni moins qu'une taille de bague. Donc le problème, c'est qu'une bague donnée, le marketing peut dire, tiens, ce format de bague, enfin cette bague-là, qui peut être, qu'on appelle iconique par exemple, ça, il faut la mettre dans toutes les boutiques, mais après, il faut déterminer quelles sont toutes les métriques que l'on veut mettre. Alors, les métriques, vous pouvez avoir 15 métriques différentes en fonction du doigt, des femmes. Alors, il n'y a pas que des femmes qui achètent les bagues aussi, des hommes. Mais donc aussi, très vite, vous avez une question de quelle profondeur, combien de métriques, parce que tout ça, ça coûte très cher aussi. Voilà, donc ce qu'on en a fait, c'est qu'on a fait un modèle avec notre jumeau numérique de distribution, parce qu'après, la question, c'est tout ça va dépendre aussi de votre planification de la distribution. Si une boutique, mais qui est une boutique au bout du monde, est-ce que je la rapprovisionne tous les jours, tous les 2 jours, tous les 5 jours, toutes les semaines, toutes les 2 semaines? Et en fonction de ça, ce n'est pas non plus la même chose. Si vous dites, de toute façon, dès que j'ai une pièce qui a été vendue, je suis capable de la rapprovisionner un jour, ce n'est pas tout à fait la même chose de dire, si j'ai une pièce qui est vendue, je la rapprovisionnerai 10 jours après. Ça a vraiment un impact derrière sur le stock que vous mettez en boutique et puis potentiellement sur le chiffre d'affaires. Donc, vous avez toute une complexité dans les arbitrages entre le stock que vous mettez en boutique, les fréquences de rapport que vous êtes prêt à faire, qui eux-mêmes dépendent de ce que vous avez en stock central, par exemple, s'il y a un stock central, qui eux-mêmes dépendent du coût logistique que ça peut avoir, parce que si vous approvisionnez un avion, très rapidement, ça peut aussi vite coûter cher. Voilà. Donc, tout ça, c'est complexe. Et donc, c'est ce qu'on a modélisé dans notre jumeau numérique. Toutes les boutiques mondialement, tous les stocks dans les boutiques, les rappros, et puis on a fait des optimisations avec des tests de scénario what if, en disant, voilà, si j'ai telle politique de stock boutique, si j'ai tel modèle de planification de rapprovisionnement des boutiques, avec tel délai de rappro, il faut aussi compter accessoirement aujourd'hui toutes les problématiques de douane qui peuvent faire perdre du temps. Si j'ai telle politique de gestion de mon stock central avec telle politique fournisseur, parce que vous pouvez avoir des fournisseurs qui vous font du direct. Voilà, donc c'est un très beau sujet de supply chain de distribution avec des impacts qui sont directs sur le chiffre d'affaires et sur vos stocks et donc sur votre cash flow. Voilà, donc c'est tout ça qu'on a fait avec des résultats extrêmement significatifs, puisqu'à un niveau de stock boutique équivalent, on a montré qu'on pouvait faire un bond sur les ventes très très significatif, et puis qu'accessoirement, on pouvait aussi intelligemment réduire les lead time de distribution et aussi, je ne l'ai pas dit, mais ça c'est la cerise sur le cadeau, le gâteau, pardon, c'est que c'est vrai que c'est la période de Noël qui va s'ouvrir, donc c'est d'actualité. Quand je vous ai dit que quand vous avez du stock immobilisé dans les boutiques, ça coûte très cher s'il n'est pas vendu. Mais en plus, ça se déprécie. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des collections qui marchent plus ou moins bien.
Et donc, si vous avez des nouvelles collections, vous mettez beaucoup de pièces dans beaucoup de boutiques, finalement la collection ne marche pas bien. Il vous reste du stock sur le bras et il faut le déprécier à un moment donné. Et donc, c'est aussi un des éléments qui coûte très très cher sur les bilans de ces entreprises. Voilà, je termine en 5 minutes pour laisser quelques questions, le cas échéant, pour vous montrer encore à tout autre domaine, qui est le domaine de systèmes et d'équipements pour l'énergie. Donc là, c'est système de régulation de chauffage, de clim, de climatisation et de fluide, où l'on observe depuis un certain temps la problématique suivante. Donc là, c'est un fabricant distributeur. Dans cet univers-là, alors là, c'est rien à voir avec le luxe. C'est pas du point of sales, c'est des produits, des équipements qui sont soit vendus directement auprès d'artisans, de petites entreprises, lesquelles de plus en plus vont commander sur Internet. Donc, vous avez aussi des plateformes B2B spécialisées, mais vous avez aussi des grandes surfaces. Voilà, donc vous avez des canaux professionnels, vous avez des canaux de grande surface, vous avez des canaux Internet, des plateformes, et vous avez donc des exigences qui peuvent être différentes en fonction des canaux, en termes de disponibilité des produits, en termes de délai de mise à disposition, en termes de largeur de gamme produits. Vous n'avez pas forcément les mêmes choses, les mêmes attentes si vous êtes dans des grandes surfaces spécialisées de bricolage ou autres, ou si vous êtes sur des marchés professionnels. Vous avez des fois des exigences de technicité. Donc, la question, c'est j'ai des exigences en termes de services de plus en plus fortes. C'est-à-dire que c'est assez intéressant de voir que les comportements de nous tous en tant que consommateurs, où l'on attend maintenant, évidemment, surtout le standard qu'a imposé Amazon, c'est de dire je commande un produit, je veux l'avoir pour le lendemain. De plus en plus, il s'est diffusé en B2B dans l'industrie, c'est-à-dire que de plus en plus, par exemple pour des produits comme ça, même si c'est des marchés professionnels, ils veulent de moins en moins stocker, eux, et ils veulent de plus en plus avoir le produit disponible le lendemain. Donc, vous avez une pression maintenant de plus en plus forte pour dire vous me livrez le produit très vite et débrouillez-vous pour me le livrer, pour l'avoir en stock. Et donc, ça met des exigences extrêmement fortes sur les stocks qu'il faut avoir. Si on a évidemment des politiques produits où on dit OK, moi je suis capable tous les produits que vous me commandez, je suis capable de vous livrer dès le lendemain. Donc, ça veut dire des exigences potentiellement très fortes en stock. Ça veut dire aussi des circuits de distribution très performants. Tout ça a un coût. Et donc, la question, c'est comment adapter mes réseaux de distribution, comment éventuellement adapter ma politique de service. Est-ce que j'ai intérêt à offrir la même politique de service à tous mes clients, à tous mes canaux, pour tous mes types de produits? Souvent, on se pose la question en disant il y a des produits qui tournent vite, c'est un peu des produits qui sont commandés par beaucoup. Bon, ceux-là, il faut peut-être pouvoir les livrer du jour au lendemain, mais peut-être que les produits qui tournent moins, ça me coûte très cher si je dois les avoir en stock pour les livrer dès le lendemain. Voilà, et donc, un autre cas d'usage, où vous avez une vraie complexité d'arbitrage, une vraie complexité d'analyse, et sur lequel on a mis en place notre jumeau numérique pour pouvoir modéliser la supply chain, les fournisseurs, les sites de production, les différents réseaux de distribution, les différentes gammes de produits, les différentes politiques de services, en fonction des clients, en fonction des délais.
et aider donc notre client, qui était à la fois un fabricant et un distributeur, à définir, à faire des scénarios what if pour définir les meilleures politiques produits, les meilleures politiques des services et les meilleures organisations de sa supply chain. Et voilà, et donc pour vous dire que on leur a aidé à finalement redéfinir leur politique de service client, améliorer significativement le taux de service client, tout en réduisant leur BFR et le niveau des stocks, et également bien maîtriser les coûts logistiques, puisque comme je l'ai dit, en plus, dans ces univers-là, l'impact sur les coûts logistiques peut être aussi important. Il n'y a pas que les stocks. En termes de si on distribue plus vite, si on distribue sur du multicanal, très vite, ça peut faire exploser les coûts logistiques. Donc là, on a pu construire avec eux, reconstruire une supply chain qui répond à ces nouvelles exigences, tout en réduisant les stocks, en les laissant sous contrôle, et en réduisant également l'impact sur les coûts logistiques. Voilà pour ce dernier cas d'usage. J'espère qu'il vous aura intéressé. Je ne sais pas s'il y a des questions, il reste encore. Oui, on a une question, Hervé, donc j'allais la soumettre et de fait, oui, mais merci pour cette approche positive de la solution du jumeau numérique qui s'offre aux différents secteurs, de l'automobile, l'aéronautique, l'énergie et le luxe. Et pourquoi positif? Parce qu'on a bien compris que ça contribuait donc à optimiser la planification, à améliorer la disponibilité, à accélérer le réapprovisionnement. Et puis en ces temps budgétaires qui finissent par s'éclaircir, on va dire, de permettre aux entreprises d'optimiser ou de performer dans leur BFR, donc leurs besoins en fonds de roulement. Donc merci beaucoup pour ces notes aussi positives et cet horizon qui s'éclaire, et tant mieux en cette saison. Et donc, oui, une des questions, puisqu'il y avait 2 questions, mais j'ai répondu sur la première question dans le chat. Mais la deuxième question, je sollicite ton expérience, c'est à quelle fréquence le jumeau numérique doit-il être actualisé? Effectivement. Alors, c'est une excellente question. Et en plus, je vais pouvoir y répondre de manière concrète en fonction des cas d'usage que je viens d'évoquer. Je crois que je l'avais d'ailleurs déjà indiqué dans un des principaux webinaires. Avant de répondre concrètement en fonction des cas d'usage, je vais faire un aparté important qui est le fruit de toute notre expérience et de conviction basée sur les années d'expérience que je peux avoir. Parce que le mieux est l'ennemi du bien. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que des fois, on me dit « Ouais, mais c'est vachement bien le jumeau numérique. Est-ce qu'on a intérêt à le faire en temps réel ?» Je dis la réponse, je dis dans l'absolu non. Pourquoi? Parce que c'est ce que je disais depuis des années avec les tours de contrôle. Je disais les tours de contrôle, c'est très bien. Mais si vous avez des systèmes de pilotage qui sont trop réactifs, et le moindre événement, le moindre aléa, il déclenche une alerte, etc., et bien finalement, le remède sera pire que le mal, parce que finalement, ça risque de déclencher en permanence des actions correctrices, une gestion à l'urgence, alors que justement, nous, ça fait des lustres qu'on dit on essaie de tuer la gestion à l'urgence en disant votre gestion à l'urgence de priorité, de surpriorité, etc., c'est précisément le symptôme le plus critique de non-maîtrise d'une supply chain. Donc, dans une supply chain, il y a partout de la variabilité, mais justement, un des enjeux de la supply chain, c'est comment maîtriser cette variabilité en
distinguant bien les aspects de la variabilité naturelle qui doit être compensée parce qu'on a bien dimensionné des buffers de stock, etc. Donc, surtout, c'est une variabilité qui doit être absorbée naturellement par une supply chain sans être besoin d'escalader, de réagir, etc. Et puis, il y a une variabilité, en effet, qui, elle, nécessite en revanche des logiques correctrices parce qu'il n'y a pas d'autostabilisation. Donc ça, ce point est très important parce que des fois, on nous dit « Ah, bah, c'est vachement bien, votre jumeau numérique, il est super puissant, donc on va l'utiliser en permanence en temps réel. » Je dis « Non, 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 c'est pas ce qu'on vous dit. » Oui, parce qu'effectivement, les messages qui ont été passés, c'est aussi que le jumeau numérique, sa puissance, s'appuie sur cette idée qu'on a été en mesure de collecter de la donnée, de la consolider, et qu'une fois qu'elle a été consolidée, on a su l'organiser et derrière se projeter et anticiper afin de ne pas réagir à chaud, mais plutôt à tête reposée et froide. Donc, le jumeau numérique, exactement. c'est la conclusion, du moins une des conclusions ou un des atouts, c'est de se dire que par la simulation, par la prédiction aussi, on est en mesure de ne pas réagir de façon spontanée ou en tout cas de façon non coordonnée. Et donc, si on met à jour en permanence le jumeau numérique, on risque d'arriver à l'effet inverse que l'on souhaite, c'est d'avoir une ligne directrice claire et entre guillemets précise qui s'ajustera au fil du temps parce qu'on aura consolidé de plus en plus de données et donc on aura plus d'informations en entrée qui améliorera et affinera le résultat de demain et la prédiction de demain. C'est tout à fait ça. C'est pour ça que, pour compléter ma réponse, il y a deux éléments. Le premier élément, c'est qu'il faut distinguer la mise à jour de la data, la fréquence de mise à jour de la data de la fréquence d'alerte et d'utilisation du jumeau numérique. Donc, de toute façon, déjà dans des univers, par exemple, si je prends l'aéronautique, on n'a pas besoin de mettre à jour, nous, en temps réel. Donc, en général, le jour suffit, c'est-à-dire que dans la plupart des cas qu'on traite aujourd'hui, on a une mise à jour directement issue de la capture des ERP ou autres systèmes, une fois par jour, et ça suffit tout à fait. Hein. Par contre, dans l'automobile, dans le cas que je citais, là, on est connecté en temps réel parce qu'on a des flux qui sont très importants. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, la cadence nécessite, le cas échéant, d'agir assez vite. Hein. Dans le cas, par exemple, du luxe, on reprend on récupère tous les jours les ventes dans les boutiques ou les flux qui sont approvisionnés ou sortis de l'entrepôt central, ça suffit largement. Donc ça, c'est la partie à quelle fréquence on a besoin de capturer la data pour la mise à jour. Et qui dépend donc, encore une fois, de la supply chain, du secteur, etc. Et ce n'est pas la peine d'être plus royaliste que le roi. Et la deuxième chose, c'est à quel moment, et c'est là où on va retrouver, par contre, j'en ai pas parlé, mais j'en avais parlé dans un webinaire précédent, de toute l'intelligence prédictive. C'est pour ça que je redis ce que j'avais eu l'occasion d'évoquer sur un séminaire, de la différence entre le jumeau numérique tel qu'on le met en œuvre nous et une tour de contrôle. Parce que tout à l'heure, je parlais de BI, mais je peux aussi parler de monitoring et de tours de contrôle. Parce que des fois, on nous dit, oui, mais finalement, on a aussi des tours de contrôle. Je dis, bah oui, c'est très bien la tour de contrôle. Le problème de la tour de contrôle, c'est que il n'y a pas d'intelligence prédictive dans une tour de contrôle. Ou en tout cas, très peu. Vous avez des objectifs de stock, de cycle, de coûts, etc. Puis vous comparez ça en permanence avec l'opérationnel. Mais la difficulté, c'est de dire, bon, où est-ce que je mets mes seuils quand il y a des écarts? Si j'ai des seuils de tolérance trop élevés entre l'objectif planifié et le réalisé, bah, je vais laisser passer des événements sur lesquels il aurait fallu que j'agisse. Et puis, si j'ai des seuils trop étroits, j'ai un tas d'alertes
et très vite, je vais être noyé, je ne suis pas capable d'agir. Et donc, ce que l'on fait, nous, c'est que précisément, on va, à la fréquence voulue, faire une simulation prédictive pour dire, ah bah oui, là, il y a un retard fournisseur, celui-là, il a vraiment un impact important, donc là, il faut le cascader, il faut alerter. Là, il y a un retard ou il y a une machine en panne, c'est pas très grave parce qu'on a suffisamment de buffers, etc. Et donc, il y a toute une intelligence prédictive qui permet de toute façon aux jumeaux numériques de filtrer tout un tas d'événements sur lesquels on sait que la supply chain, justement, elle est suffisamment robuste et résiliente pour absorber ces différents aléas. Et c'est bien ça le cœur du sujet quand on parle de smart monitoring. Exactement. Et effectivement, au travers de ces 5 webinaires où on a été dans une approche d'acculturer ou de compléter des connaissances, des savoir-faire sur cet environnement, je dirais qu'on a été donc dans une dynamique de modélisation, de souligner à nouveau que la prédiction ne pouvait être que bénéfique dans un monde industriel et quel que soit le secteur d'activité, puisqu'on en a vu les résultats, et que pour donner aussi un mot de conclusion de ma part et de peut-être mettre une fin, parce qu'il y a toujours une fin à des bons moments comme ces 5 webinaires, c'est de dire que maintenant, avec toutes ces étapes, il y a ce pas à franchir, à passer à l'action et de consolider, ou en tout cas de découvrir de façon plus opérationnelle le jumeau numérique pour avoir ses propres retours sur investissement et ses propres expériences sur les bénéfices associés à cet outil, à ce compagnon et plus particulièrement à ce copilote ou à ce jumeau, comme on a pu le souligner à plusieurs fois. Donc, effectivement, merci pour vos participations à tous. Et il y a une autre question de se dire à combien revient la mise en place d'un jumeau numérique en moyenne. Ben là, ça dépendra effectivement de la solution envisagée, oui. Si on est en SaaS ou pas, le périmètre, la dimension de l'entreprise ou du groupe. Il n'y a pas de règle toute faite à cela aussi. Non. Là, pour le coup, c'est une question tout à fait légitime, mais ceux qui sont intéressés, il faudrait effectivement, là, ce serait difficile de donner une valeur dans l'absolu, compte tenu de ce que tu viens de dire à juste titre, Eric. Mais de toute façon, les podcasts là, sont disponibles d'une part, et puis bien entendu, pour ceux qui sont intéressés, n'hésitez pas à me contacter, à m'envoyer un mail ou sur LinkedIn. Oui, et puis l'idée aussi, c'est comme on a dit, de passer à l'action. Parfois, il y a des étapes. Et aujourd'hui, il y a aussi une volonté entre ScaleTwin et CEDAF Formation de proposer, et ça a été mis à l'ordre du jour de 2026, des actions de formation, là aussi pour s'immerger dans cet environnement, de venir avec sa matière, ses données, et de réaliser des tests et d'être convaincu afin d'être convaincant demain sur des actions de déploiement ou d'initiatives au sein de structures, de services ou de direction. Donc voilà, en cette période de lettres au Père Noël, de cadeaux, n'hésitez pas à soumettre le projet peut-être d'avoir une formation liée aux jumeaux numériques et ainsi de se donner l'opportunité d'appréhender un peu mieux un environnement, son quotidien, pour être tout à fait un bon ambassadeur pour le mettre en œuvre de façon opérationnelle, là aussi, dans les directions ou dans les services ou dans les entreprises, avec ce que l'on a évoqué. C'est pour une petite anecdote, toujours pareil, aujourd'hui, qui conduirait sans direction assistée, qui mettrait en risque
son niveau de blessure sans airbag, sans ceinture de sécurité dans le véhicule qu'il utilise tous les jours. Et ben voilà, le jumeau numérique est un beau copilote ou un bon compagnon de route pour 2026. Merci, c'est une belle analogie, puis on terminera là-dessus. Hein. Voilà. Merci Hervé. Merci à tous de votre écoute. De bonnes fêtes à tous et puis à très bientôt. Merci. À bientôt. Au revoir.